fonctionnement de la radio communautaire ou libre aujourd'hui. Donc, de notre côté, franchement, il y a beaucoup de manières de comment les radios fonctionnent. Chacune a ses spécificités, mais c'est vrai que ça se base surtout sur les bénévoles, sur comment la radio puisse vraiment s'engager au niveau communautaire, comment elle peut aider sa communauté. Et donc, ça, elle doit vraiment être là pour ça. Donc, c'est ça que j'aimerais bien explorer comme quels sont les principaux défis opérationnels pour une radio communautaire aujourd'hui, on va dire, à part bien sûr le financement, le bénévolat ou autre chose qui puisse rentrer. Donc, si vous avez des réflexions à ce sujet, le premier qui veut puisse répondre à ça. Ben, moi, je peux expliquer une chose, peut-être que Pierre ne sait pas, c'est qu'ici au Canada, les radios communautaires, enfin les titulaires d'une licence de radio communautaire du CRTC sont obligatoirement des organisations à but non lucratif. C'est une obligation. Je sais que dans certains pays, il y a des radios qui ont un statut ou un nom communautaire. Dans certains pays d'Afrique, par exemple, mais ils sont en réalité, ils appartiennent à des intérêts privés. Alors, elles ont un mandat qui est un peu communautaire, mais la structure de gouvernance n'est pas celle d'une organisation à but non lucratif. Et ça, c'est impératif ou c'est obligatoire ici au Canada que pour avoir une licence de Merci. radio communautaire, il faut absolument avoir une structure qui est un OBNL. Et ce faisant, ben, ça requiert évidemment une gouvernance qui est entre les mains de la communauté, parce que les radios sont faites par, pour et avec la communauté. Donc, ça peut quelquefois poser défi un petit peu quand vient le temps d'arrimer les différentes composantes de la société civile ou de la communauté, puis si on veut construire une radio communautaire qui véhicule un dénominateur commun, on va dire, pour tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde qui a nécessairement les mêmes champs d'intérêt, c'est pas nécessairement tout le monde qui voit les choses de la même façon. Donc, il y a certaines collectivités où c'est plus facile que d'autres de par la forme que la communauté prend. Des fois, c'est très homogène. Les gens qui forment la communauté dans certaines régions rurales, par exemple, ont tous le même background culturel, linguistique et tout ça. Il y a d'autres milieux où ça devient un peu plus difficile. On ne se le cachera pas parce qu'il y a des gens qui viennent de différents milieux, de différents horizons, de différentes cultures même. Et ça, je dirais, en toute lucidité, que ça pose des peut-être, je ne dis pas des problèmes, mais ça amène enfin à réfléchir la gouvernance d'une radio communautaire ou le fonctionnement d'une radio communautaire différemment, qu'on soit situé par exemple à Toronto, qui est un gros centre urbain où il y a une forte population de migrants et tout ça, et un coin comme on va dire Hearst en Ontario, où c'est essentiellement des Canadiens français, excusez l'expression, mais de souche. Là. Hein, vous voyez, on a beaucoup de réalités distinctes au sein de notre milieu, puis ça, ben, ça apporte des fois des petits défis, si on veut. Là. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rebondir sur ça, Pierre, de ton côté? Puisque c'est multiculturel, ça c'est votre brand aussi. Mais si vous voulez, je peux aussi un peu préciser le statut Oui, ici en Belgique, exactement. où on parle effectivement pas vraiment de radio communautaire, ou plus vraiment. C'est un terme qui a été employé dans le passé, mais qui est vraiment plus employé par personne maintenant. Et le statut des radios comme la nôtre, au niveau vraiment officiel, attention, c'est long, ce sont donc des radios associatives à vocation culturelle et d'éducation permanente. Ok. Et donc, pour obtenir, auxquelles sont réservées certaines places sur la bande FM, donc certaines fréquences sont réservées pour les radios obtenant ce statut-là, et c'est accompagné par un micro-financement qui n'est vraiment pas notre financement essentiel, euh, qui lui-même est modulable en fonction de différents critères, mais c'est vraiment une toute petite partie de notre budget en fait. Et c'est pas obligatoire d'être à but non lucratif. Ça fait partie de toute une série de critères d'évaluation pour savoir si une radio obtient ce statut, qui vont être effectivement la structure de gouvernance, le fait de reposer sur le bénévolat, le contenu de la programmation. Enfin, il y a toute une série de critères, ça. Et je pense qu'il y a eu cette nécessité de garder une certaine souplesse pour que certaines radios qui existaient effectivement depuis longtemps, qui remplissaient
vraiment d'émissions associatives, mais qui avaient une structure de radio commerciale, puissent être quand même reconnues dans le cadre de ce statut qui est en fait assez récent, qui date de 2008, quelque chose comme ça, 2007-2008. Avant, c'était un peu la jungle, toutes les radios privées avaient le même statut et le plan de fréquence était établi de manière un peu selon la loi du plus fort, on va dire. Oh, wow. Il fallait se battre fort pour ça. Voilà. Et sinon, oui, effectivement, ben, je ne sais pas sur l'aspect multiculturel de la radio, je ne sais pas très bien ce que vous voulez savoir. Parce que, comme le disait Simon, c'est vrai qu'il y a pour nous des différences entre nos radios selon leur emplacement. Parce qu'il y a des radios où vraiment la majorité de la communauté, c'est soit une communauté acadienne, ils sont tous francophones, il n'y aura pas de problème pour ça. Mais dans d'autres, comme vraiment c'est le Toronto, c'est une minorité, on va dire, francophone, mais la plupart sont de plusieurs, ben, on va dire c'est des allophones, il y en a beaucoup. Donc, c'est ça qui est, pour la programmation, est un peu plus différente et un peu plus contraignante parfois pour ramener des gens qui vont préparer un programme pour représenter toutes ces personnes-là. Donc, dans votre cas, j'ai vu vraiment que vous avez beaucoup d'émissions et que vous incluez plusieurs personnes de différentes cultures. Et c'est ça que je me suis dit, mais comment ça se passe vraiment de ce côté-là? Comment vous y arrivez, quoi? Ouais, mais j'ai d'abord une question, en fait, sur les radios en question, par exemple la radio à Toronto. Est-ce que tous les programmes doivent être en français ou il y a des programmes dans d'autres langues aussi? Eh ben, toute la programmation d'une radio communautaire francophone comme la nôtre est essentiellement francophone. Il y a un petit pourcentage qui peut être consacré à des langues tierces, mais la majorité de la programmation est en français. Et quand je donnais l'exemple de Toronto, mais ça se vérifie aussi dans d'autres coins. Tu sais, je vais mentionner par exemple Edmonton, qui est une autre grande ville. Ça fait des programmations un peu qui sont je dirais ça, en courte pointe, si on veut. Hein. C'est une espèce de collage ou un rapiessage de différentes émissions qui font que il n'y a pas le même fil conducteur, si on veut, qu'on trouve dans certaines radios où il n'y a pas cette réalité-là multiculturelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que ça fait une programmation qui est un peu mosaïque ou qui est un peu disparate d'une émission à l'autre, si bien que ça peut poser à certains égards, puis là, je suis tout à fait lucide, puis je le dis tout à fait avec candeur, ça peut poser certains défis en matière de programmation dans certains milieux, d'avoir justement une programmation qui n'est pas aussi homogène que si on va dans une radio, par exemple, où ça commence avec un format musical à 6 heures le matin, puis tu es dans un fil conducteur jusqu'à 6 heures le soir. Ça fait une programmation dans ces radios-là où c'est plus facile de garder un auditeur en continu pendant 3-4 heures de temps, par exemple, pendant qu'il est au bureau. Alors que dans certaines stations de radio, dans certains milieux, je pense à Edmonton, je pense à Toronto, par exemple, je pourrais penser à d'autres coins à travers le Canada qui sont plus Victoria. urbanisés, où il y a un peu plus de où c'est un peu plus disparate dans la programmation, ça fait qu'effectivement, on peut passer d'une émission qui se consacre à de la musique, par exemple, de la communauté maghrébine, puis après ça, on s'en va dans une émission qui d'une heure où ça va parler de musique je sais pas moi, d'Afrique subsaharienne. Ça fait des programmations, des fois, qui sont un petit peu plus disparates et ça crée un peu des non, je ne veux pas dire des problèmes, mais ça demande une bonne réflexion, ça demande une bonne tête de programmation pour être capable de tout matcher ça, pour que ça fasse un beau casse-tête, on va dire. Mhm. Et c'est un peu le cas chez nous aussi, hein. En fait, la programmation a ce côté mosaïque aussi. Peut-être pas sur l'entièreté de la grille, mais en tout cas à certains moments, clairement, c'est vraiment l'héritage d'un fonctionnement des radios libres qui a très longtemps été comme ça, en tout cas en Europe, mais j'imagine que c'est pareil chez vous. C'est-à-dire que la grille se construit au fur et à mesure au fur et à mesure que des gens arrivent avec des projets, on leur donne une heure, puis l'heure suivante est donnée à quelqu'un d'autre et ça n'a pas forcément de rapport. Et on s'attend à ce que les gens fassent l'effort de venir écouter ce qui les intéresse. Et on sait bien que c'est pas forcément comme ça que les gens écoutent la radio. Donc effectivement, ça pose des questions. Mais c'est vrai que dans la grille, il reste fortement la trace de cette façon de faire encore aujourd'hui, parce que c'est très très difficile, une fois que les gens sont là avec une émission qui existe depuis très longtemps, de leur dire c'était peut-être pas la meilleure façon de construire la radio.
et on va tout refaire autrement. Donc voilà, il y a des émissions qui contrastent parfois fortement avec l'émission qui suit et avec l'émission qui précède. Et on sait bien que ça va pas être les mêmes personnes qui vont écouter tout du long. Ou alors des gens qui ont un très large champ de curiosité, ça existe aussi, et c'est peut-être nos auditeurs préférés. C'est vraiment bon comme ça. Mais comme vous le dites, c'est un défi, mais en même temps, ça se construit. Puis c'est comme vous, c'est le tissu de la radio, c'est vraiment le cœur de la radio libre que vous avez faite. Donc, je pense que c'est la même chose que pour nos radios. Ils ont de leurs émissions, leurs empreintes, puis c'est ça le branding qu'ils doivent garder.